Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau d'ATV Guadeloupe pour le 4e débat de ces élections législatives. 4e débat, 4e circonscription. Donc, Karen Brun va nous rappeler les contours à l'instant. Alors, dans cette 4e circonscription, il y a donc 17 candidats. Donc, cette circonscription, je vous le rappelle, couvre Baillif, Basse-Terre, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Gourbert, Saint-Claude, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants. Alors, elle est jusqu'au 19 juin celle du socialiste Victorin Lurel. Il détient cette circonscription depuis 2002. Il avait été réélu en 2007, puis en 2012, où il l'avait remporté d'ailleurs dès le premier tour avec 67,23% des voix. Alors, pendant ce dernier mandat, on s'en souvient, il a travaillé 17 mois au gouvernement en tant que ministre des Outre-mer et c'est sa suppléante, Hélène Vainqueur-Christophe, qui est cette année la candidate du Parti socialiste qui l'avait remplacée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Alors, au bout de 3 mandats successifs, Victorin Lurel, qui a perdu d'ailleurs les dernières régionales, a donc fait le choix de ne pas se représenter. Vous aurez, messieurs et mesdames, les mêmes temps de parole ce soir pour vous exprimer en tant que candidate de la 4e circonscription. Je dois rappeler que monsieur Aramis Sarbo nous avait donné son accord, mais il n'est pas présent ce soir. Monsieur Eddy Claude Maurice s'est excusé pour un décès intervenu dans sa famille. Alors, Karen Brun, pouvez-vous nous rappeler les candidats présents ce soir? Alors, ce soir, sur ce premier débat à nos côtés, donc on trouve Christine Houblon. Bonsoir. Vous êtes la candidate du Parti radical et de l'UDI. Je rappelle que vous étiez aussi déjà candidate en 2012 et vous aviez totalisé 131 voix. À vos côtés... Ça vous a pas découragé? Absolument pas, c'était le pied à l'étrier. C'est ça. Donc à vos côtés, Sonia Petro, donc vous êtes la présidente de la fédération locale Les Républicains et vous êtes évidemment investie par le parti. Guilhem Saltel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes investi par la France Insoumise et vous étiez aussi, comme Christine Houblon, déjà candidat dans cette circonscription 284. en 2012. Voilà, exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Ce qui représente 1,09% des suffrages. Alors, sur ce débat également à nos côtés, Camille Edouard, donc vous êtes candidate du Parti communiste guadeloupéen. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Johan Tarquin, vous êtes première candidature également et vous êtes sans étiquette. Alors, vous connaissez le principe de nos débats, c'est aux première, deuxième, troisième et 4e circonscription. On va faire un peu de politique fiction pour commencer en vous disant, imaginons que vous êtes élu député. Quel député vous voulez être, Madame Houblon? Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer tous mes compatriotes de Guadeloupe et particulièrement ceux de la 4e circonscription. Si je suis élue, ce que j'espère bien évidemment, je serai une élue, une députée responsable, engagée et exemplaire. Alors, je vais détailler un peu plus. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons respecter le citoyen. Lorsque le citoyen nous missionne pour le représenter, eh bien, nous devons rester en lien avec lui et nous devons lui rendre compte de notre mission. Ce pour lequel nous disons à l'UDI, un homme, un mandat. Parce que lorsque vous avez une mission à remplir, vous la commencez, vous la finissez et vous rendez compte. Merci Christine Houblon. Alors, Sonia Petro, quel député vous voulez être? Alors tout d'abord, je veux aussi saluer l'ensemble des Guadeloupéens. Je voudrais avant tout dire un peu que je suis un peu stupéfaite que des candidats n'aient pas voulu répondre à votre invitation ce soir. Ils se sont engagés, ou alors ils se sont ils se sont engagés, ils ne sont pas là. À croire qu'ils se sentent supérieurs à nous, nous ne sommes peut-être pas assez grands pour débattre avec eux. Et quand je vois ce genre d'attitude, je peux comprendre que les Guadeloupéens sont un peu dégoûtés de la classe politique. Je referme la parenthèse. Moi, je veux être une députée qui fera entendre la voix de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale. Je veux m'inscrire dans la lignée des grands députés que nous avons eus, à l'instar de Gertie Archimède ou Lucien Bernier. Et j'ai envie d'être une Et députée... Lucette Michaud-Chevry. Aussi. Et j'ai envie d'être une députée qui s'engage et qui fait les choses réellement. Une députée qui va être à l'Assemblée nationale à plein temps. La vie politique est devenue tellement complexe qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est à cela que je veux m'engager, être une députée engagée, pleine de conviction et qui veut montrer que la vie politique, ce ne sont pas que des reniements et des calculs. Guillaume Saltel. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne serai pas un député isolé. C'est ça ma caractéristique. Bon, on a tous des qualités et des défauts, moi comme les autres. Ce qui va me caractériser, c'est que je serai un député dans un groupe puissant à l'Assemblée nationale. Parce que être député, c'est pas simplement représenter la circonscription. Bien sûr, on travaille pour sa circonscription, mais on est
un des 577 qui représente l'ensemble du peuple français, dans lequel on trouve le peuple guadeloupéen. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, avoir la capacité d'être dans un groupe puissant pour faire passer des projets, notre programme, l'avenir en commun, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Voilà, c'est pour servir autour d'un projet. Merci Guillaume Seltel. Alors Camille Edouard, quel type de député vous voulez être? Bien, je voulais quand même saluer et partager les condoléances à notre ami Eddie Claude-Maurice, qui est également un capestérien comme moi-même, donc je lui dis un bon force dans ces circonstances. Alors, être député, pour moi, c'est d'abord rester tel que je suis, l'homme humble que je suis, et avec la conviction que le pays pourra s'en sortir du moment que cette population croit en elle déjà, et puisse porter cette personne que je serai, le député que je serai, donc à l'Assemblée nationale. Parce que être à l'Assemblée nationale, entouré de tous ces députés qui n'ont qu'une seule optique, le développement de la France, certes, on est un député de la nation d'abord, mais je voudrais ressembler à l'Assemblée nationale à mon peuple guadeloupéen. Donc être député d'abord guadeloupéen pour faire avancer la cause guadeloupéenne et surtout des plus défavorisés, les plus démunis, ma conviction de tous les jours. Alors Yohann Tarquin, quel type de député vous voulez être? Je souhaiterais être un député de la réconciliation, c'est-à-dire mettre en place ce que j'appelle la démocratie participative. Je ne dis pas que j'invente le terme, mais en tout cas j'y suis très attaché, puisque de ce que j'ai observé, les députés, une fois élus, ils décident seuls ou avec une équipe restreinte du travail qui doit être mené à bien pour ceux qui leur ont permis d'avoir le mandat qu'ils tiennent. Donc moi je souhaite, je ne dis pas que je le ferai sur toutes les lois, mais en tout cas, sur les grandes lois, les chantiers importants, je souhaite solliciter les professionnels parce qu'ils savent mieux que nous quelles sont les tâches qui leur appartiennent, quels sont les problèmes qui leur sont propres. Donc, je ferai ce que j'appelle les modifications participatives de la loi. Et je me rends compte que j'ai oublié donc, de présenter mes condoléances également à M. Eddie Claude-Maurice, à toute sa famille et à ses proches. Alors, ce premier tour de chauffe, je dirais, terminé. Rappelons que Mme Hélène Vainqueur était prévue dans ce groupe-là aussi. Elle a décliné, elle, carrément notre invitation en disant qu'elle avait autre chose à faire. Bonne chance à Mme Vainqueur dans cette campagne électorale. Alors, nous allons passer à la partie actualité des questions. Vous suivez tous et toutes l'actualité. Vous savez que le gouvernement a sorti, je dirais, des bureaux, le projet, les prémices du projet de loi travail. Voilà. Donc, c'est sur cette partie-là que nous allons insister maintenant. Dans ces questions d'actualité, alors, comme Jacques le disait, hein, le projet de la loi d'habilitation, le calendrier a été dévoilé aujourd'hui par le gouvernement. Alors, ce projet de loi d'habilitation qui autorisera le gouvernement à légiférer par ordonnance sera présenté au Conseil des ministres le 28 juin, puis il devrait ensuite être examiné et voté au Parlement en juillet, et quant aux ordonnances, elles devraient être publiées d'ici la fin de l'été, donc avant le 21 septembre. Alors leur contenu fait l'objet de concertation. Alors 48 réunions sont programmées pour tout cela. Est-ce que vous considérez, Christine Houblon, on va commencer par vous, puisque le tirage au sort vous a désigné comme étant la première à prendre la parole, que sur le fond et sur la forme, le gouvernement agit comme vous pouviez l'imaginer ou l'espérer? Cela avait déjà été annoncé, cela dit, pendant la campagne électorale, M. Macron l'avait déjà laissé entendre. Moi, en qualité d'UDI, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la précipitation, certes, il y a des choses où il faut aller vite peut-être, au niveau du pouvoir d'achat, par exemple, parce que je pense que nos retraités qui ont des petits revenus, si on me dit qu'on fait une ordonnance vite pour pouvoir augmenter leur pension, je dirais oui, d'accord. Mais sinon, je sais bien, je sais très bien, c'est le contraire. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Je suis présidente du Club des aînés et je pense que, voilà, volontairement, je prends cet exemple. En revanche, prendre des ordonnances pour décider, je crois que on ne peut pas court-circuiter un peu la règle au niveau, s'il y a au niveau de notre Constitution
un Parlement, s'il y a un gouvernement et s'il y a un président, je pense que les règles doivent être respectées de Mais manière Madame à ce qu'on prenne... sous le contenu, sous ce qu'on a déjà entendu, parce que bon, il y a des choses qui ont fuité, comme on dit, par exemple sur le contrat de travail, sur Voilà. la priorité du contrat de branche sur les référendums d'initiative Sur le patronale. contenu, Il y a un je vais certain nombre de dire une choses qui ont chose. déjà Moi, fuité. La question que je me pose, c'est vrai, au niveau de la flexibilité dans l'entreprise, pour permettre aux entreprises de recruter. Je serais plutôt favorable. Mais une question m'interpelle, moi qui suis une ancienne syndicaliste, la sécurité de l'emploi par rapport aux salariés. Il faut aussi préserver les garanties pour les salariés. Et cela demande discussion. Je pense qu'on ne peut pas non plus court-circuiter le rôle des syndicats. Je vous ai dit que je suis une ancienne syndicaliste. Alors, je ne peux pas être d'accord avec Même si la les syndicats forme des représentent branches. 8% des salariés? Pardon? Même si les syndicats représentent à peine 8% des salariés? Vous savez, je pense que on peut concilier le rôle du syndicat et le regroupement des salariés. On ne peut pas, si dans les institutions on a prévu des syndicats, c'est que cela représente quelque chose. Moi qui suis syndicaliste, je peux vous dire que lorsqu'il a fallu prendre des décisions, souvent on avait très peu de personnes syndiquées, mais beaucoup qui attendaient que le syndicat agisse pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Donc je pense que le syndicat a son rôle et on ne peut pas comme ça court-circuiter. Je pense que de plus, il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut de réfléchir, de consulter, d'analyser. Moi, cela me pose problème. Donc sur la forme. Et La sur le forme fond, dérange. est-ce qu'il fallait réformer le Code du travail? Ah oui, absolument, absolument. Je pense qu'on ne peut pas nier que le Code du travail, c'est vraiment trop complexe. Non, il faut... Enfin, j'allais dire tout le monde était d'accord, je ne sais pas. En tout cas, nous, à l'UDI, on est d'accord pour réformer le Code du travail. Mais la forme nous dérange. D'accord. Alors Sonia Petro, est-ce que sur le fond et sur la forme, vous pourriez valider cette proposition de loi d'habilitation et ensuite donner donc carte blanche au gouvernement pour faire passer ces ordonnances? Sur la forme, c'est pas nouveau les ordonnances. Depuis 1946, on légifère par ordonnance, donc Et sur ce sujet-là? voilà, on tombe pas des nues. Il l'avait annoncé. Moi, ça ne me gêne pas tant que ça, parce qu'il a besoin d'aller vite. On peut comprendre vu la situation de la France. Après, sur le fond, il y a un certain nombre de choses qui sont annoncées avec lesquelles on est d'accord et d'autres moins. Lesquelles? Soyez un petit peu plus Par précise. exemple, tout ce qui concerne les indemnisations en termes de chômage, nous, on est d'accord. Sur les accords de branche, on est d'accord. Ce serait être Le complètement... plafonnement prud'homal. Le Vous êtes plafonnement d'accord pour aussi? les indemnités, on est d'accord. On est d'accord sur ça. Là où on n'est pas d'accord, ce sera pour les petites retraites. Là, on n'est pas d'accord. Donc Macron mène une politique de droite. Je n'ai pas dit ça. Non, mais si vous Je êtes, n'ai vous pas êtes dit ça. républicain, donc la droite, vous Bah, pensez que vous avez- Macron il ne mène... vous a pas échappé quand même que le Premier ministre est de droite, Oui. que le ministre de l'économie est de droite, que le ministre nous du a pas budget échappé. et des comptes, M. Saltel, attendez Oui, votre ça- tour, est de droite. Il ne Donc, vous a pas il échappé mène une ça. politique de droite. Si, économiquement, il est en train de mener une politique de droite. Donc vous êtes à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec certaines choses, pas avec tout, mais je veux toujours ramener les choses au niveau local. Quand je vois, moi, le taux de chômage que nous avons ici, quand je vois les problématiques que nous avons, quand je vois le manque de dialogue, pour ne pas dire l'absence de dialogue social en Guadeloupe, le fait que régulièrement les travailleurs se retrouvent sur des barrages, comme actuellement les ouvriers de la banane, je me dis que c'est bien de faire des ordonnances, c'est bien de vouloir aller vite, c'est bien de décomplexifier le code du travail, mais ça ne peut pas se faire sans les partenaires sociaux. Et ça, je pense, et j'espère, je forme le souhait que ce soit fait avec les partenaires sociaux. Alors Guillaume Saltel, Jean-Luc Mélenchon a dit que réformer le Code du travail, c'est pas réformer le Code de la route. Alors, Il n'a pas dit ça exactement. Il a dit que la réforme qui se prépare, c'est comme si on voulait faire un code de la route par quartier, voire par rue. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train d'essayer d'enlever la protection de la loi à l'ensemble des travailleurs. C'est effectivement très grave. Bon, moi, je souhaite aller à l'Assemblée nationale pour m'opposer fermement à une telle réforme. Parce que c'est une réforme qui va contre l'intérêt des gens qui travaillent. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Il s'agit de faciliter la tâche au patron pour négocier entreprise par entreprise des conditions de flexibilité, on appelle ça comme ça, en fait des conditions qui rapprochent les travailleurs de ferme ta boîte, t'as rien à dire, et ça se manifeste notamment par la forme. Bien sûr, les ordonnances existent dans la Constitution, mais Article Ah, elles sont 38. utilisées à des périodes clés de
la vie de la République. Voilà, c'est la Libération, par exemple, ou c'est 58. Bon, voilà, c'est des moments très précis. Et d'ailleurs, souvent dans les ordonnances, on fait passer des choses qu'on n'arriverait pas à faire passer autrement. Les ordonnances, c'est le signe qu'on n'est pas capable d'avoir un vrai dialogue social avec les représentants syndicaux, avec les syndicats, et peut-être même avec l'ensemble des sur les travailleurs. premières mesures, ce que vous avez entendu, Oui. est-ce que vous êtes par exemple un salarié, vous serez effrayé par ce que vous avez entendu? Mais bien entendu. Si on dit on touche au contrat de travail. On veut réformer le Code du travail, mais chaque page du Code du travail, c'est des luttes de gens qui ont obtenu des droits, des protections. C'est ça le Code du travail. Est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui des choses obsolètes qu'il faut réformer? La loi El Khomri est déjà entrée en vigueur. Mais dès le 1er janvier cette année, des protections ont été retirées aux travailleurs. Ça se voit. Les comités d'entreprise... Sonia Petro n'est pas d'accord avec vous. Elle a raison. Elle défend la droite, elle est contente de miser de droite. On ne peut pas être d'accord. Oui, mais quand on voit le taux de chômage qu'il y a en France, plus de 6 millions de chômeurs, quand on voit que plus de 50% d'une classe d'âge en Guadeloupe est au chômage... Mais ça fait 30 ans qu'on a les mêmes méthodes pour empêcher ça, et ça ne marche pas. Il faut bien essayer quelque chose, et on est quand même bien d'accord tous sur le diagnostic. Le Code du travail n'est pas le plus adapté actuellement pour qu'il y ait du développement économique et qu'on crée des emplois. Non, ça c'est une légende, c'est ce que veut nous faire croire la droite. Donc on reste dans la même situation. Non, pas du tout. Voilà. On peut donner même des droits supplémentaires aux travailleurs. C'est pas de cette façon-là qu'il faut relancer l'emploi. Pour relancer l'emploi, il faut augmenter les salaires. Il faut mettre 175 € de plus par mois sur le SMIC. Et tous les salaires augmenteront. Mais ne vous en inquiétez pas. À partir, on a fait la démonstration. On a fait la démonstration, nous, dans le financement de notre plan, que remettre de l'argent donner du pouvoir d'achat aux travailleurs et aux gens qui bossent, c'est pas, avec les minima sociaux, c'est pas, ils vont pas courir à la banque comme s'ils étaient M. Macron pour aller placer cet argent. Ils vont faire tourner cet argent parce qu'ils ont des besoins. Les gens vont le remettre dans la consommation. Vous n'êtes vraiment pas d'accord avec Emmanuel Macron. Et c'est pas ce soir que ça va changer. Non, mais ça risque pas de changer. On va donner la parole à Camille Edouard. C'est pas drôle, parce que c'est la vie qui va être plus dure pour tous les Guadeloupéens. C'est ça qui est en jeu. C'est pas un sujet de plaisanterie. Merci Guilhem Saltet. Alors Camille Edouard, est-ce que ce que propose le gouvernement répond selon vous aux attentes des entreprises et des salariés? Oui, juste une petite réflexion avant de répondre à la question. Je remercie d'ailleurs Sonia, ma collègue, qui précise que c'est bien une politique de droite qui va être menée. Donc j'ai besoin de voir tous ceux qui se réclament du socialisme aujourd'hui et qui vont rentrer dans ce gouvernement, enfin pas au niveau national, à l'Assemblée nationale, qui disent déjà qu'ils vont marcher ensemble. Là, j'ai besoin de voir ces socialistes. Maintenant, fermons la parenthèse. Concernant ni sur le fond, ni sur la forme, nous pouvons être d'accord avec ce qui a été proposé. Sur le fond, sur la forme, comment expliquer? Si on est vraiment dans une France qui est démocratique, et chaque gouvernement qui passe, c'est la même histoire, on attend l'été pour profiter pendant que les gens sont en vacances, les syndicats sont démobilisés, pour faire passer les lois par ordonnance. Une loi qu'on sait qu'il va y avoir des contestations là-dessus. Alors, on profite de cela, je trouve que c'est inadmissible, il faut arrêter avec ces pratiques. Mais la démocratie, c'est aussi si une majorité de Français se prononce pour Macron, notamment au premier et deuxième tour des élections législatives, vous serez bien obligé d'admettre qu'il y a une demande de réforme dans le pays. Ils sont encore plus malins que ça. Ils sont plus malins. Annoncez concrètement ce que vous allez faire dans le calendrier avant les élections législatives. On verrait si ce serait la même chose à ces élections. Là ils ont annoncé le calendrier. Pas seulement. Pas seulement, parce que les Français... Guillaume Saltet, laissez Monsieur Edouard répondre. C'est vous que je vous aurez la parole. Complètement, je vous donnerai l'occasion. Je vous en donnerai l'occasion. D'accord. Ensuite, sur la primauté qu'on donne aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Alors, on verra. Chaque entreprise qui va décider du contrat de travail. Les salaires. La question des salaires va être posée dans l'entreprise. Ensuite, fusionner les instances de consultation. Ça veut dire tous les comités d'entreprise, les CHCT, comités d'hygiène de sécurité, délégation du personnel, délégation syndicale, tout ça, on fusionne tout ça dans un seul objectif. Celui de faire taire les salariés. Alors, de faire taire. C'est votre vision. Ce que le gouvernement dit, lui, c'est que ça va simplifier le dialogue social et économique. C'est la même pratique à chaque fois. Trouver tout pour satisfaire au MEDEF. Donc c'est ça la réalité. Non, je ne dis pas qu'il faut pas. Mais chaque fois,
On a fait des cadeaux financiers, ça n'a rien résolu sur la question de l'emploi. 40 milliards Là, de le CCE. MEDEF Vous proposez exige... quoi aux Guadeloupéens qui sont au chômage, à tous ces jeunes qui sont dans la rue? Vous proposez quoi, Alors, vous deux, là? le plafonnement des indemnités est pour de mal. Quel objectif de cela? Limiter les contentieux. Les rire. Simplement faciliter, j'allais dire l'embauche, c'est pas l'embauche. En fait, au contraire, l'idée du MEDEF, c'est faire en sorte de faire du fric sur le dos des gens. Pour faire C'est pas le aller MEDEF, cette... là, qui est en jeu. Mais c'est le MEDEF qui est derrière cela, à la vérité. C'est réducteur. Les employeurs. Le MEDEF qui est derrière cela. Monsieur Macron, et tu l'as dit tout à l'heure, Monsieur Macron vient d'où? Quelle optique il fera? Derrière, c'est le MEDEF. Donc, dans ce plafonnement qu'il veut faire, c'est uniquement pour licencier plus facilement les salariés. Alors, Johan Tarquin, que pensez-vous de tout ce débat? Est-ce que vous-même, vous pensez qu'il y a matière à contestation? Le président de la République s'inscrit dans une dynamique. Il a été élu. C'est Oui, pas, il faut quand même dire un mot là-dessus. il a été élu. Il a été élu. Vous avez développé cet argument il y a eu le temps. Alors, Johan Tarquin. Johan Tarquin, est-ce que vous pourriez me reposer votre question afin que j'y réponde précisément pour resituer Est-ce que sur le fond et sur la forme, vous êtes d'accord sur le principe de proposer cette fameuse loi d'habilitation qui autorisera le gouvernement à légiférer par ordonnance et donc ainsi à réformer le Code du travail? Alors, précisément, oui. Parce que même si les ordonnances ont été utilisées très peu de fois au début de notre République, il y a un rythme qui s'accélère progressivement. Ensuite, c'est clairement défini par l'article 38 de la Constitution en 3 alinéas. Je veux dire que l'ordonnance, ce n'est pas non plus un principe de dictature. D'abord, le Conseil des ministres est encadré par le Conseil d'État. Ensuite, il y a le projet de loi d'habilitation, mais il doit y avoir après le projet de loi de ratification. À partir de ce projet de loi de ratification, le Conseil constitutionnel a autorité pour contester, etc., etc. Et tant que tout ça n'a pas été fait, les ordonnances restent du domaine réglementaire. Ce n'est qu'après ratification qu'on entre dans le domaine Et alors législatif. sur le contenu des ordonnances, parce que c'est ça qui pose problème. Le débat, il est où au Parlement? Il est où le débat? Alors, justement, pour l'instant, il n'y a pas encore de parlementaires puisqu'on est en période électorale. Le président souhaite commencer. Il faut savoir que la loi d'habilitation, elle est donnée par le Parlement, donc ce n'est pas encore gagné. Et donc le Parlement se prononcera sur la loi d'habilitation. Tout à fait. Plus que sur Donc les ça veut dire ordonnances. que déjà, si le président n'a pas sa majorité parlementaire, c'est un peu mal parti parce qu'il doit avoir la loi d'habilitation. Ensuite, cette loi d'habilitation définit pendant combien de temps le gouvernement peut faire des ordonnances. Si on dépasse ce délai, on tombe dans la caducité. Je veux Alors, dire que... justement, mais ce qu'on veut savoir, c'est votre position sur les points qui sont visés par cette réforme. Alors, moi, j'y souscris sans problème. Totalement. Parce que il a été soulevé le problème de la hiérarchie des normes. Parce que les accords de branche doivent primer sur les accords d'entreprise. Mais la réalité du terrain fait que il y a des entreprises qui ne peuvent pas se conformer à certaines lois avec la même facilité. Donc moi, j'adhère au principe de donner plus de des portée aux accords d'entreprise. Et puis, ça a été bien pensé parce que en cas de désaccord, donc il y aura quoi? Les représentants du personnel face à la direction. S'il n'y a pas d'accord trouvé, la direction propose un référendum directement aux salariés. Et s'il n'y a toujours pas d'accord, on revient aux accords de branche. Donc il y a quand même des mécanismes juridiques qui ne permettent pas au patronat de faire n'importe quoi. Et je suis quand même gêné par ce débat gauche-droite et ces oppositions patron-salarié. Il faut réformer le Code du travail, il faut réformer d'une manière générale le droit français, qui est trop long et qui jugule pas mal d'initiatives. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer le patron et les salariés. Il y aura toujours des abus de toutes les façons. Il faut plutôt réfléchir à une intégration des politiques publiques et également de la juridiction privée, en l'occurrence la législation sur le travail. Alors, on va un petit peu permettre à M. Saltel de gentil. compléter et de me corriger aussi. Oui, Allez-y. parce que vous avez dit que Emmanuel Macron a été élu. Non,
c'est Marine Le Pen qui a été repoussée. Formellement, formellement, C'est une façon de voir les choses. Mais combien de voix a eu Emmanuel Macron? Il a petitement gagné cette élection. Qu'est-ce qui pèse au niveau national? Mais qu'est-ce qui pèse? On est d'accord, c'est la règle. Je ne conteste pas son élection. En règle, il est élu. Mais il n'a pas eu le quitus qu'il voulait sur son projet. Et c'est bien pour ça qu'on peut discuter ce qu'il veut faire sur le code de travail. C'est bien pour ça qu'on peut discuter. Parce que l'ensemble des autres candidats ne voulaient pas cette réforme-là. Et donc, avec 30% des voix en Guadeloupe, ce gars-là dit « Mais puisque j'ai eu une grosse majorité au deuxième tour, ça veut dire que je peux faire ce que je veux ». Non. Justement, moi je veux être un parlementaire qui va à l'Assemblée pour dire tout n'est pas permis, et en particulier, on ne peut pas laisser les gens qui travaillent dans les mains de leur patron. Attendez, je voudrais aller au bout. Donc vous voterez contre la loi d'habilitation. Allez, vous aurez la parole pour répondre. Je donne cet exemple-là. Quand dans une entreprise, le patron va dire, écoutez, à côté, on payait 25% les heures supplémentaires parce que c'était 25% de plus, c'était la loi, mais à côté, maintenant, dans le cadre de la dérégulation, on va plus les payer que 10%. Et quand le patron d'à côté va dire « Mais regardez, à côté, ils ne payent plus les heures supplémentaires. Moi, j'y arrive plus. Écoutez, ou je licencie, ou vous acceptez que je vous paye les heures supplémentaires 10%. » Et où est-ce qu'on va? Quelle est la protection des travailleurs? La loi sert à protéger, à donner des normes qui s'appliquent à tous. La loi protège tout le monde. Et là, on va être dans une situation où tout va être dérégulé. Et Enfin, peut-être vous l'ignorez, mais quand on met trop de votre temps de parole, on a compris que vous voterez contre la loi d'habilitation. Madame, allez-y. Voilà. Moi, je voudrais répondre un peu à monsieur. Je comprends très bien ce que vous dites, mais je me dis, si je suis un chef d'entreprise, je voudrais bien pouvoir recruter du personnel pour pouvoir travailler, en me disant, je ne vais pas être coincé parce que je ne peux pas licencier alors que je n'ai plus de marché, etc. Je comprends cela. Mais de l'autre côté, lorsque je me positionne à la place du salarié, je ne voudrais pas avoir la pression du patron qui m'impose ou tu remplis telle condition ou je te mets à la porte. Je crois que si on est parlementaire, et là je suis d'accord avec M. Saltel, c'est pour protéger le salarié, poser un cadre. Et les institutions que nous avons posent le cadre. Je ne suis pas contre une ordonnance dans un cas d'urgence, de besoin. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des retraités, mais du pouvoir d'achat. Mais je me dis, lorsque nous sommes dans une société, si nous voulons vraiment que tout un chacun puisse retrouver son compte, on ne peut pas permettre à chaque entreprise de négocier comme cela. Parce que cette entreprise-là, où il y a un patron, j'ai envie de dire paternaliste de manière gentille, qui va être bien, qui va comprendre, qui va défendre ça va bien se passer. Mais notre patron, surtout nous qui sommes en Guadeloupe, nous savons comment cela se passe, où il n'y aura pas de dialogue social, où le patron imposera, que deviendront ces salariés-là? Excusez-moi, non, je ne veux pas de cette société-là. Je veux d'une société égalitaire, où on protège le plus faible, en l'occurrence salarié, mais où on permet, je ne veux pas non plus d'une société où ce sont les salariés qui vont tout imposer, tout faire. Non. Alors la protection des salariés, ça peut être aussi une question de moyens, non? C'est possible. Alors, Sonia Petro. Avant tout, ce qui est dommage, c'est que là, on a 3 syndicalistes. Là. Non, c'est pas dommage, il en faut. Non, je veux dire que je retrouve des discours qui sont teintés de syndicalisme. Et on retrouve souvent toujours les mêmes choses. On oppose l'ouvrier ou le salarié au patron. On a l'impression que les patrons, ce sont des démons. Je suis désolée, c'est quand même les entreprises qui créent des emplois. Et je pense que vu la situation du chômage en Guadeloupe, qui semble échapper à certains, et des 6 millions de chômeurs qu'il y a en France, je pense qu'il faut tenter des choses. Après, il n'est pas question de donner un blanc-seing à Emmanuel Macron et à son gouvernement, surtout pas, je suis chez les LR, et c'est vraiment pas notre démarche. Mais je me dis qu'il faut tenter des choses, il faut le faire, il faut décomplexifier le code du travail, et on verra bien. Mais partir comme vous le faites en disant tout de suite non, et puis vous n'êtes pas le seul qui allait être dans un groupe, hein. Nous aussi, moi je vais siéger chez les Républicains, et je gage que notre groupe sera, mais comme vous. Je crois. Vous n'y êtes pas encore. Et je crois que Camille Edouard voulait réagir. Oui. Un dernier mot, Camille Edouard, et puis après on va passer à l'autre thème d'actualité, sur la moralisation de la vie publique. Nous pas qu'à opposer chef d'entreprise et salariés. Mais gens là, ballon là, ça n'a pas là, les salariés qui pourront faire.
il y a sans doute un moyen d'aider les entreprises guadeloupéennes, surtout les petites et moyennes entreprises guadeloupéennes, à survivre. Mais cette loi qu'on est en train de préparer, ce n'est surtout pas pour aider les salariés à survivre. Pas du tout. Donc, si je suis député, franchement, je vais me battre contre cette loi-là jusqu'au bout. Mais en recherchant parallèlement tous les moyens, tous les recours possibles pour faire en sorte que les petites et moyennes entreprises guadeloupéennes puissent quand même être sauvegardées dans cette affaire-là. Est-ce que j'ai Un dernier mot, oui, allez-y. J'ai un petit peu de retard. J'insiste sur le fait que nous sommes sur des schémas de la caricature. C'est-à-dire que nos auditeurs, ce soir, je suis persuadé qu'ils se disent, on entend la même chose à chaque fois, avec des personnages différents, avec peut-être des partis qui changent de nom, mais globalement, c'est la même chose. Notre République a presque 60 ans, elle a commencé en 1958, et on a le sentiment qu'on a à peine 2 ans ou 3 ans d'existence. On entend encore les mêmes litanies. Les salariés ne sont pas suffisamment protégés, les patrons exploitent les salariés. Je ne voudrais pas qu'on confonde ce qui est d'un empiètement humain sur la liberté de l'individu et ce qui est du cadre législatif et qui doit s'adapter, qui ne peut pas s'appliquer de manière indifférenciée à tous les individus. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse... j'ai envie de dire, bon, voilà, c'est pas bien, mais je le dis quand même, comme je le pense, de rehausser le débat et essayer d'être un peu plus précis dans nos propositions et montrer en quoi elles diffèrent de ce qui a déjà été proposé il y a 40, 50 ou 60 ans. Alors, après, on change de sujet. Un peu de discipline. Il n'y a Un dernier pas mot et on va passer à d'entreprise autre chose. Sans chef d'entreprise et sans salarié. Alors pour moi, Il y a les Très bien, Madame entreprises Houblon, et très les bien, auto-entrepreneurs. très bien, Une Madame phrase. Houblon, très Une bien, phrase sur Monsieur la situation en Saltel, Guadeloupe. très bien, Monsieur Saltel. On va passer à autre chose. L'autre partie du débat, c'est le projet de loi sur la moralisation de la vie publique qui est carrément engagé avec François Bayrou en porteur de projet. Voilà, c'était donc une autre promesse de campagne du candidat Macron, cette moralisation de la vie politique. Alors cette promesse, elle commence à prendre forme puisque François Bayrou l'a annoncé le 1er juin. Elle donnera lieu à 2 propositions de loi baptisées pour la confiance dans notre vie démocratique. Elles seront présentées en Conseil des ministres le 14 juin prochain. Alors, Christine Houblon, est-ce que vous voteriez ces 2 propositions de loi pour la confiance dans notre vie démocratique ? Oui, je voterai cette proposition-là parce que effectivement, le citoyen a besoin de voir clair et d'avoir confiance dans son parlementaire. Lorsque aujourd'hui le citoyen nous renvoie cela, on entend tellement de scandales, les choses ne sont pas claires et on a besoin d'exemplarité. Notamment au gouvernement, il y en a quelques-uns. Voilà, au gouvernement, mais aussi au niveau du Parlement. Voilà, on a entendu beaucoup de choses et il y a besoin. C'est vraiment ça, il y a besoin d'exemplarité. On ne peut pas, je viens de la justice, on ne peut pas, lorsque quelqu'un, un citoyen, vole une pomme, lui dire, il y a telle sanction, et puis de l'autre côté, on a des élus qui font n'importe quoi, ce n'est pas possible. Donc sur l'ensemble des mesures, en tout cas, vous êtes d'accord ? Pour l'instant, ce qui est dévoilé un petit peu dans les propositions de M. Bayrou, oui, je trouve que... Limitation du nombre de mandats. Ah, tout à fait d'accord. Mandat unique. Mandat unique, c'est ce que nous le prenons à financement l'UDI. aussi de la vie publique. Tout à fait. L'interdiction aussi de faire pas plus de 3 mandats identiques successifs. Nous nous retrouvons dans ces propositions-là au niveau de l'UDI. Il y a longtemps qu'on le dit, un homme, un mandat, 2 mandatures maximum. Vous voyez, on est encore même un peu plus strict. Bon, vous voyez, non, je me retrouve. C'est une loi de moralisation. J'ai même entendu qu'il disait la suppression de la réserve parlementaire. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord avec tout cela. Cela nous convient. Sonia Petro. Ah non, mais là, pour le coup, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, moi, je veux proposer aux Guadeloupéens un pacte guadeloupéen citoyen de confiance où je veux placer la moralité et la transparence au centre de mes actions. Et quand je vois la classe politique que nous avons en Guadeloupe, qui n'est pas totalement représentée puisque nous sommes plus ou moins 9, nous, quand je vois les scandales qu'on a déjà entendus, quand je vois les dérives, la gabegie, l'incurie, je me dis vivement cette loi. Je me dis que ça permet de comprendre pourquoi le citoyen guadeloupéen et qu'il y a un tel divorce entre eux et la classe politique. Et j'ai vu les résultats. Attendez, on a des élus qui sont mis en examen de façon régulière, même si on parle de présomption d'innocence, mais au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. On a des établissements publics de coopération intercommunale, sans vouloir citer laquelle ou les autres,
où il y a des dérives incroyables. On a du clientélisme politique en Guadeloupe qui est devenu la normalité. Non, mais vraiment, on a même parmi les candidats aux législatives des gens qui sont condamnés, pas dans notre circonscription. Mais je veux dire qu'à un moment, le citoyen il se dit mais ça suffit. Alors vous, on dans a votre élu pacte ces de la gens pour qu'ils nous transparence, représentent et ils ne sont pas eux-mêmes des exemples. Et dans le même temps, les mêmes veulent donner des leçons aux jeunes. Donc on parle d'exemplarité aux jeunes, mais ils nous regardent et doivent se dire mais c'est une blague. Ces gens-là n'ont pas d'exemplarité, pas de moralité. Donc moi, je souscris totalement à cette loi. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est la personne qui porte cette loi, François Bayrou, qui lui aussi a quelques petits doutes dans sa trajectoire. Il y a à côté Marielle de Sarnez, dont on a entendu ces jours-ci quelques errements. Et je ne veux pas parler de Richard Ferrand. Donc je me dis moralité, mais une bonne loi, mais que aussi au niveau du gouvernement, qu'ils commencent par balayer devant leur porte, et cette loi n'en sera que mieux portée et mieux votée. Monsieur Saltel, c'est vraiment un point sur lequel vous vous retrouvez dans En Marche. Je voterai cette loi, mais je pense qu'elle ne va pas assez loin. Voilà, moi, mon point de vue. Donc, vous n'avez vraiment rien Ce qui manque, c'est la possibilité pour le peuple de révoquer les élus. Voilà la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Il faut que, dans le cadre de la prochaine Constitution, nous ayons la possibilité, avec un référendum révocatoire, de révoquer les élus. Vous comprenez, il y a des gens qui sont élus, et le soir même, ils sont élus, ils pensent que c'est fini. L'élection est terminée, ils sont en place, ils ne rendent aucun compte. Et ils ne viennent au niveau pas, d'un conseil municipal, M. Saltel, les élus peuvent démissionner et provoquer une nouvelle élection. Donc c'est possible. Ben oui. C'est très bien, j'en suis heureux. Ça y est, Mme Pétrou a changé de bord. Regardez un petit peu la situation. On a des élus qui ne se présentent même pas ici, un peu comme Hollande d'ailleurs, parce qu'ils ne viennent même pas rendre. Il y a d'autres raisons techniques, elles sont invoquées. Mais aucun ne vient rendre des comptes de son mandat. Ils disent quoi à leurs électeurs? Donc le compte rendu de mandat doit être obligatoire aussi. Moi je pense qu'il faut donner au peuple le pouvoir de révoquer les élus par un référendum révocatoire, et nous l'introduirons dès que nous aurons la main pour la 6e République. Voilà, c'est un des piliers de la 6e République. Le peuple doit pouvoir, à un moment donné, dire à quelqu'un, tu fais pas ton travail, rentre chez toi. Parce que ça marche partout comme ça. Les patrons s'en privent pas. Mais là, pour le coup, comme je disais, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que lors de cette élection, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et je me suis rendue dans des communes où j'ai vu des niveaux de précarité inadmissibles en Guadeloupe. J'ai vu des personnes âgées dans des situations qui sont... Je ne trouve pas le mot. J'ai vu des personnes âgées qui n'ont pas l'allocation personnalisée d'autonomie. J'ai vu des personnes handicapées qui n'ont pas l'allocation adulte handicapé. Et ils sont dans des communes. Ces maires-là devraient être révoqués. Camille Edouard, est-ce que vous voteriez cette loi? Je suis heureux ce soir. Ah, dites-nous pourquoi. Ça fait 25 ans que le Parti communiste a sorti un code moral pour les élus guadeloupéens. Depuis 1992. Et à l'époque, ils ont tous refusé ce code moral. Mais ça me fait plaisir quand même de savoir que les choses avancent, même si on a pris du retard. La révocation y était déjà dans la proposition. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Nous disons, chiche, il faut y aller. Mais nous proposons également qu'il y ait aussi un statut de l'élu local. Ça, il me semble que c'est très important parce que même si on critique, c'est vrai qu'on critique beaucoup les élus, mais aussi il y a de la souffrance derrière des fois. Et il faut protéger également ces élus. À la suite d'un mandat, surtout l'élu qui travaille dans une entreprise. Et ça, c'est extrêmement important qu'on mette en place ce statut, ça va également éviter les dérives. Donc il faut un renouvellement total de la classe politique en Guadeloupe. Et on allait même plus loin à l'époque, lorsqu'on a sorti ce code moral, c'est de dire, dans le contexte de la Guadeloupe, même si on voudrait que ça change, c'est que l'élu qui était au conseil départemental ne devrait pas être au conseil régional, pour éviter également ces doublons. Donc on allait plus loin que ça. Laissez monsieur... Donc je dirais, si vraiment on veut aller à mettre de l'ordre dans cela, ces élus-là, qui seront des macronismes en Guadeloupe, devraient tout faire et exiger aussi qu'on aille plus loin, s'ils sont vraiment d'accord avec cela. Mais j'ai un doute. Alors, Yohann Tarquin, est-ce que vous voteriez cette loi de la moralisation de la vie publique en l'état? Bien sûr, sans hésitation.
Après, il y a quelques aménagements qu'on peut y ajouter. Moi, Vous feriez des amendements. Bien Vous sûr. proposeriez des Moi, ce amendements. que je voudrais dans cette loi, c'est qu'un élu local, récemment élu, n'ait pas la possibilité immédiatement de se présenter à une autre élection, parce que c'est irresponsable. Quelqu'un qui a été élu maire, et là, je prends toute la France. Hexagonale, La circonscription ultramarine. suffira. Non, c'est parce que Avec trois rivières. je ne voudrais pas donner d'indications nominatives. Voilà, vous avez compris ma précaution. On a quelqu'un qui est élu en 2014 maire. Quel message vous donnez à ceux qui n'ont pas voté pour vous en vous présentant aux législatives, mais qui ont eu raison de ne pas voter parce que, comme on dit chez nous, en créole, ou quoi qu'il y ait des mandats. Deuxième chose. Mais enfin, la loi prévoit que vous pouvez choisir entre pas cumuler les deux. Il y a Non, un je ne délai, parle il y a un pas, délai, je ne parle pas dirais, du en cumul. général. Je parle, Non, mais il y on a a un parlé de délai. moralisation Donc, le maire qui de la est toi, politique. il peut être candidat. La loi ne lui interdit pas d'être Oui, candidat. mais c'est de Parce que l'abandon de la poste. loi n'a C'est de pas l'abandon encore de poste. été votée en ce sens. On parle de moralisation. J'ai pris l'exemple des municipales, je peux prendre l'exemple des régionales. Quel exemple donnez-vous lorsque vous êtes élu conseiller régional et puis nommé vice-président du conseil régional en 2015 et que moins de 2 ans après, vous vous présentez aux élections législatives? Là, on est dans la loi de cumul. Qu'est-ce que ça signifie? Quel message que vous donnez? Pourquoi vous n'êtes pas digne d'accomplir votre mandat au moins une fois et éventuellement, en cas de reconduction, prétendre à un autre mandat? Je voudrais dire autre chose. Je crois que j'ai un peu de supplément au niveau du temps de Pas parole. nécessairement, non. Ben, parce que j'ai parlé moins que vous. Non, vous inquiétez pas, vous parlez autant que les C'est autres. vrai? Bon, alors je m'arrête là ou je Vous avez du retard, vous j'ai avez 30 parlé secondes. autant Dites un que les mot et autres. puis on changera de sujet aussi. Je ne voudrais pas qu'on confonde la moralisation de la vie politique et la persécution de l'homme politique. Il y a quand même des limites dans la vie privée au-delà desquelles il ne faut pas s'immiscer. Et je voudrais également une loi de moralisation des médias, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque part une démédiatisation, qu'il n'y a pas de limite et presque une espèce Vous parlez des médias d'information ou alors Bien du rôle sûr. des supports des réseaux sociaux ou autres, parce que c'est pas la même chose. essentiellement des médias d'information. On a eu un sondage tout à l'heure qui montrait la notoriété des politiciens et puis après les intentions de vote. Non, pas les intentions, Les souhaits de vote. Les souhaits de vote. On a la règle que vous connaissez très bien de la représentativité du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais cette Ok. règle, Monsieur Tarquin, on ne va pas pouvoir développer ce qui se passe chez les autres, etc., ou un petit peu partout, remettre en cause les médias. Ça, c'est quelque chose qui se Oui. fait tout Petit court point. politique. Madame Proublo, allez-y. Le petit point que je voulais rajouter au niveau de la moralisation, ce qui serait bien peut-être, c'est de demander, lorsque un élu on lui a confié une mission, qu'il ait le droit d'aller vers un autre mandat, certes, mais à ce moment-là, avant d'aller dans l'autre mandat, il démissionne. Parce que sinon, c'est comme on garde son petit point carré. Si ça ne marche pas, on retrouve ce poste-là. Ça, ce n'est pas très... On a l'impression que les gens qui plaident pour la moralisation, maintenant, c'est pousse-toi que je Non, me pas- mette, j'ai non, besoin pas- de place. Non, je pense que c'est par rapport aux électeurs. Oh. Je trouve que lorsque l'électeur a choisi un représentant, le minimum serait au moins de remplir la mission jusqu'au bout, ou alors, si vous voulez passer à autre chose, de Mais démissionner. Madame C'est pas Proublo, ce respect sont pour les électeurs qui votent. Oui, bien évidemment. Et là aussi, merci de le dire, je pense que l'électeur doit être responsable aussi. C'est à lui de ne pas faire du n'importe quoi, parce Mais qu'il il se fait plaint en après, fonction de ce qui il se lui plaint plaît, après, parce que mais à lui il de ne a pas la dire que liberté l'élu ne de travaille voter, pas. mais il vote pour qui il veut. Il peut voter pour qui il veut, mais alors ne pas se plaindre que l'élu ne fait Il n'est rien. pas pour un Lorsque régime vous donnez dirigiste, 3 bon. mandats, pas du tout. Lorsque vous confiez 3 mandats à un homme, eh bien, une journée ne comporte que 24 heures. Ne vous plaignez pas qu'il ne peut pas tout assumer. Alors on a compris, Mais dans les- on ne court pas après plusieurs mandats à la fois. Dans Il y a les une certaine- exemples qui ont été développés là, moi je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire. Quand en 2014, on se fait élire maire, qu'on dit je ferai mon mandat, j'irai jusqu'au bout, il y a un engagement vis-à-vis des électeurs. Et pourquoi croyez-vous qu'il y a 60% d'abstention, entre autres ? Quand on a des gens qui se sont engagés et qui 2 ans après, 3 ans après, laissent tomber ce qui était le plus important, le cœur de leur vie, le cœur de leur engagement, Mais et mieux. qui passent à un autre Donc c'est mandat. encore Mais un mieux, point c'est- d'accord Moi, entre je vous termine, deux. je termine ce point-là en disant, en donnant deux conseils. Allez-y, monsieur Deux conseils Salter. à nos électeurs de la 4e circonscription. Vous avez des bons maires, et ben gardez-les. Ne les envoyez pas à l'Assemblée nationale. Voilà. Sonia Pesquet, Sonia vous êtes Pesquet. d'accord avec ça? Non, mais je suis vraiment d'accord avec ça. Je développe ça d'ailleurs tous les soirs, puisque je fais
fais une campagne d'information et pas de dénigrement comme certains. Et moi, j'explique la loi sur le cumul des mandats. Et je trouve quand même incroyable et inadmissible que des élus qui se disent responsables, qui sont maires, qui sont conseillers départementaux, vice-présidents du conseil départemental ou vice-présidents de conseil régional, se permettent de se présenter aux électeurs. Ils ont promis aux électeurs en 2014 de s'occuper d'eux. Ils ont promis en 2015, lors des élections régionales, de s'occuper de la Guadeloupe. On nous a même promis de changer notre avenir. 2 ans plus tard, je vois la situation de la Guadeloupe. Et je pense que les gens dans la 4e circonscription qui se présentent, ils sont tous responsables de la situation de l'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets dans la 4e circonscription. Ils sont responsables de la situation des transports, ils sont responsables des déchets, ils sont tous à la communauté d'agglomération Sud-Basse-Terre et ils osent venir se présenter devant les électeurs. C'est la première personne à soulever cette question de l'eau. Les élus sont assez timides là-dessus. Pardon, non, je pense que nous, on le dit simplement, on se dit, il y a des répartitions. Le problème de l'eau en Guadeloupe relève de la communauté d'agglomération et de certaines communes qui ont la régie. Ils ont failli. Je pense, voilà, alors laissez-moi finir. C'est là où je dis, si je suis élu, voilà ce que je demanderais. Lorsque les pouvoirs locaux ne remplissent pas leur mission, eh bien à ce moment-là, que l'État se substitue, parce qu'il n'est pas acceptable que pour... L'eau est un élément vital, que des personnes restent sans eau. Ce n'est pas acceptable. Alors, si les pouvoirs locaux ne peuvent pas, alors que l'État prenne les choses en main. L'indépendance des collectivités liée à la décentralisation, qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, je veux bien de la décentralisation, mais lorsqu'on se trouve confronté... Non, je suis d'accord, mais la loi peut se modifier dans l'intérêt du citoyen. Je crois qu'il n'est pas acceptable que, si vous prenez un citoyen de Paris, il ne reste pas sans eau. Pourquoi un citoyen du Sud-Basse-Terre ou du Nord-Grande-Terre doit rester sans eau? Ce n'est pas acceptable. L'égalité, c'est aussi là. Guillaume Saltel. Non, monsieur. Sur le dossier de l'eau, nous, on a un plan qui est précis, en fait. Je pense que l'État, effectivement, doit non pas reprendre la main, mais doit organiser le travail des collectivités territoriales à un moment donné et obliger à ce qu'une solution apparaisse. Je vais vous le dire, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, nommera ici un haut fonctionnaire, un préfet de l'eau, chargé de mettre autour de la table les responsables qui, depuis 30 ans, et ils sont tous candidats, depuis 30 ans, disent « c'est pas moi, c'est l'autre, c'est la CSBT, c'est le SIAG, allez voir ailleurs », et qui n'avance pas sur ce dossier. Non, mais je vais aller au bout parce que c'est un dossier très important. Et puis après, on va passer à un autre. Sur ce dossier de l'eau. Non, vous avez de l'avance, messieurs. Voilà. Vous avez de l'avance. Ce n'est pas que ça que nous ferons. Nous ferons en sorte que les compagnies privées qui ont spolié, qui ont volé les Guadeloupéens, ne soient pas partis avec le magot sans qu'on les rappelle. Nous ferons payer les compagnies privées qui ont fait payer l'entretien du réseau aux Guadeloupéens et qui n'ont rien fait, quelquefois avec la complicité des maires. Eh bien, nous les ferons remettre l'argent sur la table. Sans doute, l'État devrait abonder. Et je vais vous dire un mot encore. Le pouvoir d'un député, c'est de faire une commission parlementaire d'enquête. Oui. Je demanderai une commission d'enquête parlementaire sur le dossier de l'eau en Guadeloupe. Il suffit de 15 députés pour l'avoir. Très bien. Et on mettra en lumière ceux qui ont triché. Vous aurez l'occasion encore de vous exprimer parce que maintenant nous allons aborder le chapitre moi député, c'est-à-dire vous êtes député, qu'est-ce que vous allez porter comme projet à l'Assemblée, proposition de loi à l'Assemblée, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous êtes député? On va encore faire de la politique fiction. Madame Houblon. Alors, moi, député... Vous n'avez pas l'air d'y quoi quand je dis vous êtes député? Non, moi j'y crois parce que je crois dans la sagesse et des citoyens, des électeurs. Je crois qu'il faut... Il y a une alliance nationale entre les Républicains et l'UDI. Vous n'auriez pas pu fusionner toutes les deux votre candidature? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'UDI, très tôt, a donné ses investitures. Avant les LR, c'est vrai, avant les LR. Depuis janvier, nous avons nos investitures. C'était le cas aussi pour les Républicains. On ne va pas rentrer dans ce débat d'investiture. Madame Houblon, moi, député... Voilà, effectivement. Moi, la première proposition de loi que j'apporterai, que je déposerai au niveau de l'Assemblée dans le groupe UDI, c'est véritablement la discrimination positive en faveur des afrodescendants au niveau de l'emploi en Guadeloupe. J'ai la soixantaine et j'ai toujours entendu 30% de chômage en Guadeloupe. Il y a du travail en Guadeloupe. Le problème, c'est qu'on ne donne pas de travail aux Guadeloupéens. Donc il faut déverrouiller l'emploi en Guadeloupe et pour ce faire, si on fait cette loi de discrimination positive pendant un temps donné, à compétence égale, on ne va pas abaisser le niveau, on va pouvoir
faire rentrer les compétences guadeloupéennes, donner du travail aux Guadeloupéens, et à ce moment-là, nous restons ouverts. Hein. Il n'est pas question de... Bon, mais quand les Guadeloupéens ont du travail, vous verrez que la violence diminuera, qu'il y aura une harmonie de vie, une convivialité, un bien vivre ensemble, et on retrouvera la Guadeloupe où il fait bon vivre. C'est une première proposition de loi que je ferai. Il y en a d'autres, mais je m'arrête là pour l'instant. Sonia Petro. Il y en a tellement, mais il faut y aller en priorisant. Moi, députée, ma priorité, ce sera la santé. La santé des Guadeloupéens, en particulier la santé des habitants du Sud-Bastère. Nous avons un hôpital, le CHBT, qui est en train, chirurgicalement, d'être démembré et où les services vitaux, comme la néonatologie, les urgences pédiatriques, les urgences neurologiques, ne sont plus au CHBT. J'utiliserai tout l'arsenal législatif pour que cet hôpital de plein exercice reste un hôpital où une santé, des soins de qualité seront délivrés aux habitants de la 4e circonscription qui ne sont pas des sous-citoyens. Je trouve qu'il y a une rupture d'égalité au niveau de la santé et de plus, je souhaiterais qu'il y ait une loi d'indemnisation pour les victimes du chlordécone. Parce qu'à cause de cette molécule qui a été de façon totalement indigne répandue chez nous, il y a énormément de cancers de la prostate en Guadeloupe. Et dans le Sud-Bastère, nous n'avons pas d'urgence urologique. Mme Petro, résumé voilà. rapidement, M. Saltel. Voilà. Moi, député. Sur la santé, moi j'aurais le même type de proposition avec surtout le même type d'analyse, parce qu'on ne se trompe pas sur qui est responsable. La situation, la dégradation de la sécurité sociale, c'est en dernier les socialistes, et en particulier une de nos adversaires qui n'est pas là ce soir, qui a voté tous les budgets de la sécurité sociale et qui pleure aujourd'hui des larmes de crocodile pour dire mais comment on n'a plus les moyens d'avoir une... Oui, très bien. Non mais c'est pas fini. Mais ma proposition de loi en ce qui me concerne, oui. Et le sujet sur lequel je m'attacherai, c'est l'école. L'école en Guadeloupe. Nous, on a des propositions très fortes pour l'école. L'école de 3 à 18 ans, l'école complètement gratuite. Les fournitures, la cantine, les activités gratuites. Voilà, ça c'est un point sur lequel j'aurai des propositions très fortes, mais elles sont toutes dans l'avenir en commun, hein. Elles sont toutes dans le livre. Très bien compris. Alors, Camille Edouard, est-ce que vous, député, quelle proposition de loi vous auriez envie de proposer à l'Assemblée nationale? Juste un point quand même que je voulais quand même dire un peu avant. C'est la proposition du Parti communiste guadeloupéen sur la question du service public de l'eau. Elle est là déjà, la proposition, qui demande qu'à être exploitée par les élus locaux, pas par quelqu'un en métropole. Les élus locaux doivent prendre le responsabilité. Sinon, ils peuvent être évoqués dans ce cadre-là. Alors, sur la proposition, la mise en place d'un fonds de développement financé par l'État et l'Europe au titre des réparations pour toutes les questions vitales, l'eau, le transport, les déchets, l'environnement, le problème des terres polluées. Voilà, immédiatement, plan d'urgence. Alors, avant de m'exprimer et de dire, moi, député, je veux dire, vous, électeurs, vous avez effectivement la possibilité... Non, on dit vous êtes député. Mais c'est important, parce qu'on a la possibilité, on a évoqué par M. Mélenchon, l'acte de révocation des élus politiques. Je dis que cette révocation, cette possibilité révocatoire, elle existe déjà et vous pouvez vous en saisir de cette possibilité dès le samedi 10 juin. Alors, juste maintenant, au moment de conclure, moi, député, je n'avais pas dit, moi, député, une loi... Non, mais vous ne pouvez pas commander l'émission. Il y a une ordre dans l'émission. C'est quand même dommage parce qu'elle est vous vraiment... Vous restez discipliné, M. Turquet, ce serait très bien qu'on soit discipliné jusqu'au bout. Donc maintenant, un mot de conclusion pour chacun. Un mot de conclusion pour chacun, mais vraiment très rapidement, Christine Houblon. Alors, moi, je dirais aux électeurs, aujourd'hui, vous avez votre avenir, votre devenir entre les mains. Votre voix, elle pèse. J'ai entendu dire que je suis soutenue dès le premier tour par le président de région. Eh bien, sachez que la voix du président de région, elle est égale à votre voix à chaque électeur. Alors, utilisez votre voix, choisissez votre député et vous verrez que ça changera. Sonia Petro, rapidement. Alors, je m'adresse à vous, électeurs de la 4e circonscription. Et je veux vous dire qu'il y a une nouvelle mode. Tout le monde est en marche en Guadeloupe. Moi, je ne suis pas en marche. Je cours pour la Guadeloupe. Je cours pour vous et je veux vous représenter. Et je vous demande de tourner une page, tourner la page de cette classe politique qui a failli et de voter pour le renouvellement de la classe politique avec moi.
Guilhem Saltel. Alors moi, je veux dire que nous, on ne marchera pas. Ça, c'est déjà une chose dont vous pouvez être sûr. Et en revanche, c'est vrai que tous les candidats qui ont une chance d'être députés sont tous déjà soumis à la politique que veut Macron, qui est une politique antisociale et qui va aggraver les conditions de vie en Guadeloupe. Donc moi, je vous invite à rejoindre la France Insoumise et à soutenir ma candidature parce que je serai celui qui défend le peuple et qui travaille. Force au peuple, dit le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'est le mien. Très bien terminé comme ça. Merci. Force au peuple. Camille Edouard. Alors, moun Guadeloupe, je dis nous, pendant toute période là, qu'ils n'ont pas ni confiance dans les mondes politiques. Alors, renouveler, pas paix, porter à la tête à quatrième circonscription là, un monde qui peut non seulement écouter les autres, travailler avec eux et comprendre le problème à eux pour porter à l'Assemblée nationale et pour faire en sorte que demain, la vie meilleure. Alors, Monsieur Tarquin, vous avez de la chance. Le dernier mot, c'est pour vous. Et on dit qu'on garde le meilleur pour la fin. Alors, Ça, c'est vous qui le dites. cette fin, et je l'assume, cette fin, je la dessert avec deux citations. La première est de Charles Péguy, un écrivain, essayiste et poète français qui a dit « Il y a quelque chose de pire qu'une mauvaise pensée, c'est une pensée toute faite ». Et je vais citer un artiste antillais qui dit « Allez, viens, on va se faire bousculer par le monde pour voir si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Et je vous engage à m'aider à vérifier qu'effectivement, beaucoup de politiciens ont des certitudes et qui ne sont en réalité rien d'autre que des habitudes. Très bonne soirée. Merci à toutes et C'était à tous apostrophe. pour votre discipline. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons accueillir tout à l'heure le deuxième groupe. Dans le deuxième Karen, groupe, pour donc notre voilà, donc deuxième sont débat. également candidats dans la 4e circonscription Evita Chevry, Sylvie Gustave Di Duflo, Hugues-Philippe Ramdini, Dominique Virassamy, Claudia Boucher et d'autres. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, certains ont décliné notre invitation. Donc on vous Voilà, retrouve dans un instant. le débat se continue sur ATV et le deuxième groupe de la 4e circonscription dans un instant.